Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Chaleur et santé au travail. Je m'appelle Ariane Adam-Poupard, je suis conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ et je suis aussi responsable de la programmation sur l'adaptation du travail au changement climatique qu'on appelle gentiment la programmation scientifique ATTAC. Donc, avant de commencer, je tiens à vous remercier d'être en si grand nombre et également d'avoir réussi soit à vous brancher par réunion Skype entreprise ou encore par MyBis. Ça a été un petit défi d'organisation, mais maintenant que tout le monde y est, on va pouvoir commencer et je pense qu'on va avoir un midi assez intéressant. Donc, je vais vous parler en deux petits mots sur la programmation ATTAC. On fait différentes choses à l'INSPQ dans la programmation ATTAC. On développe des connaissances via des projets de recherche et des interventions. On développe des outils de prévention pour soutenir le réseau et on organise, comme aujourd'hui, des activités de transfert de connaissances pour pouvoir optimiser les pratiques. Et donc, ce midi, on a la chance d'être avec Tania Abouchakra et Anaïs Ferret, qui sont toutes les deux de l'équipe de santé au travail de la Direction de santé publique de l'Estrie. Elles vont se présenter davantage dans quelques minutes. Tania et Anaïs vont nous faire une présentation en deux volets. Donc, le premier volet, c'est qu'on va vous présenter une capsule e-learning qui a été développée ici en Estrie pour soutenir les milieux de travail, pour prévenir les problèmes de santé reliés à la chaleur chez les travailleurs. Et puis, le deuxième volet va porter sur une période de vague de chaleur qui s'est passée l'été passé ici en Estrie, les conséquences qu'ont eu cette période de chaleur sur les travailleurs et puis le plan de travail qui en a découlé. Donc, c'est quand même important de le rementionner, vous le savez, dans le contexte des changements climatiques, les périodes de chaleur extrême comme ça vont être de plus en plus fréquentes et elles pourraient être plus longues en durée ou encore plus intenses. Donc, j'espère que les informations que vous allez entendre ce midi vont pouvoir vous aider à vous préparer au Québec de demain qui va être plus chaud. Donc, je laisse la parole à Anaïs et à Tania. Je vous informe que Anaïs et Tania vont parler environ 40-45 minutes. Nous ne prendrons pas de questions pendant ce temps-là. Puis, à la suite de la présentation, il va y avoir une période de questions. Je vais vous inviter à utiliser le chat de Skype Entreprise pour nous poser des questions. Puis, je ferai l'intermédiaire entre les conférencières et vous. Et si jamais on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, parce que le webinaire va vraiment se terminer à 13 heures, on va trouver une façon de répondre à vos interrogations au courant de la prochaine semaine. Donc, je prendrai vos questions en note et puis on va vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente et je laisse la parole à Anaïs et Tania et puis je vais mettre sur l'écran la présentation PowerPoint que vous allez pouvoir suivre. Bon webinaire! Bonjour à tous. Donc, je suis Tania Abouchakra, infirmière en santé au travail depuis 16 ans, dont 13 au réseau de la santé publique. J'ai complété mes études de deuxième cycle à l'Université de Montréal en 2000 et je suis impliquée dans plusieurs dossiers en Estrie, principalement les premiers secours, premiers soins, les PSS 11 et 15, la maladie de Lyme et la capsule chaleur. Je vais laisser à Anaïs. Bonjour, donc moi c'est Anaïs Ferret, je suis agente de planification, programmation et recherche à la Direction de santé publique de l'Estrie depuis 2012. J'ai été dans l'équipe de santé environnementale jusqu'en 2016 et en 2016 ensuite j'ai rejoint l'équipe de santé au travail et j'ai complété une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke en 2015. Donc, voilà. Je vais laisser la parole à Tania qui va présenter la première partie de ce webinaire. Donc, on va aller directement à la diapo 3. Oh, on n'a pas le petit qui va faire les clics. OK. Alors, comme Anaïs, pas Anaïs, mais Ariane a déjà présenté ce bout-là, je vais skipper le plan de présentation pour aller directement sur la capsule. Alors, le contexte, tout a commencé par l'idée d'une infirmière terrain. Elle a proposé de se doter d'outils numériques pour pouvoir rejoindre plus de travailleurs qui sont difficiles à rejoindre et
de trouver un moyen beaucoup plus intéressant de communiquer de l'information que des dépliants. Alors, cette idée, elle a été présentée aux gestionnaires et par la suite, il y a eu une recherche voir s'il y avait des outils de ce genre dans les 6 CIUS. En même temps, il y a eu on a regardé, validé auprès de la CNESST provinciale, voir si on pouvait utiliser le budget pour cette sorte d'activité. Et donc, il n'y avait pas de problème tant que le budget était utilisé pour les travailleurs et que cet outil ne remplace pas les séances d'information en présentiel. Donc, un groupe de travail à la suite a été créé. Et il y avait pour mandat de circonscrire les objectifs et le cadre d'utilisation de cet outil. Donc, les objectifs qui ont été retenus, bien sûr, c'est d'accroître le nombre de travailleurs rejoints. Et là, on parle de la sorte de travailleurs qui sont mobiles, nouvellement embauchés, saisonniers, roulement assez intense, les horaires atypiques. On voulait aussi que l'employeur puisse reproduire l'information, qu'elle soit le plus possible équivalente d'une fois à l'autre et surtout qu'elle soit toujours la même. Augmenter aussi l'autonomie, la prise en charge des employeurs et finalement de capter l'attention des travailleurs. Et pour ce faire, il fallait définir un peu les travailleurs à atteindre, donc les travailleurs qui étaient difficiles à atteindre. Donc, pressés, difficilement joignables, non volontaires, souvent peu scolarisés, sceptiques quant au risque et majoritairement masculins. Donc, l'objectif était de joindre cette sorte de travailleurs et si on était capable de le faire, on pouvait extrapoler pour les autres travailleurs qui étaient un peu plus intéressés. Et pourquoi traiter de risque chaleur? En fait, on voulait traiter un risque qui était souvent trouvé dans nos milieux et présenté. Donc, on a eu une extraction de données via CISAT par notre super pilote régional CISAT qui nous a ressorti via l'onglet risque agresseur, en fait, via les interventions de formation, toutes les thèmes ou les facteurs de risque utilisés et retrouvés, associés à une séance d'information. Je me rappelle plus c'est quoi la durée de temps, mais il y a eu 5 thèmes qui ont popé et on parle de chaleur, monoxyde de carbone, bruit, poussière de bois et poussière de silice. Et la chaleur est scorée vraiment très, très haut. Et c'est pour ça qu'elle a été retenue. Donc, on avait demandé aussi aux participants de nous dire pourquoi ça scorait si fort que ça. Bon. Alors, vous avez les raisons devant vous à l'écran, risque saisonnier récurrent, augmentation des épisodes de chaleur comme Ariane parlait tantôt. Le risque est très sérieux, les conséquences sont assez graves. Quand on laisse aller, un grand nombre de travailleurs qui peuvent être exposés, plusieurs types de milieux. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait joindre des secteurs d'activité qu'on joignait déjà un peu moins. Par exemple, dans le PSS 11, les sauveteurs, les animateurs de camp de jour ont demandé à l'employeur de remettre l'information, d'informer leurs travailleurs, mais les équipes de santé au travail n'y allaient pas pour les joindre ce type de population-là. Donc, on trouvait que ça pouvait vraiment être bénéfique de plus en plus. Donc, tout ça s'est fait en 2016, fin 2016 et début 2017, il y a eu le développement de la capsule comme telle. Donc, à partir d'un certain temps, où est-ce qu'on a vraiment bien clarifié le pourquoi qu'on voulait faire une capsule et le sujet, on a voulu bien trouver un partenaire et c'était le Centre d'expertise de santé à Sherbrooke, qui était déjà un partenaire du CIUS de l'Estrichus et qui nous a accompagnés pour le développement de cette capsule. Il y a eu aussi mise en place d'un comité d'experts de contenu qui a été formé d'un médecin responsable, Francine Coderre, d'une technicienne en hygiène du travail, Joanne Thibodeau, et d'une infirmière clinicienne. Et pendant environ 2 mois, cette équipe a rencontré le technopédagogue à toutes les semaines de façon intensive, en plus de leur charge de travail, pour aller vraiment
ne serait-ce que faire attention que tout le contenu de cette capsule s'adresse à des travailleurs, donc qui répondent aux caractéristiques qu'on a parlé tantôt. Et excusez-nous, il y a quelqu'un qui est pas sur mute. Ça commence à mieux aller. OK. Alors, j'étais rendue à parler des experts de contenu qui étaient avec, oh, ça c'est moi, qui étaient rendus à se rencontrer avec l'orthopédagogue, le technopédagogue, excusez, du CESS afin de réaliser la capsule. Leur enjeu à eux, c'était beaucoup plus, en fait, c'était plus un défi parce qu'ils étaient habitués à faire des capsules de formation aux professionnels de la santé. Donc, c'était une nouvelle population cible qu'ils desservaient. Et pendant les 2 mois qu'on s'est rencontrés à toutes les semaines, on regardait le contenu, on évoluait tranquillement. Par la suite, le groupe de travail élargi qui était formé de 2 infirmières, d'une gestionnaire, 2 infirmières, 2 techniciennes en hygiène de travail, une APPR, un médecin et une chargée de projet, a tout validé le contenu par la suite et la présentation, la capsule elle-même a été présentée à tous les intervenants de terrain à la mi-juin. Et ils ont pu aussi donner leur feedback et elle a été disponible pour une utilisation autonome vers la fin juin. C'est ça, c'est ce qui s'est passé en 2017, mais par contre, en 2018, on a voulu y aller beaucoup plus de l'avant. Et donc, en février, on a voulu voir les établissements qui pourraient en bénéficier. Donc, notre pilote régional C7 nous avait extrait les listes d'établissements où se trouvait le facteur de risque et agresseur chaleur dans l'onglet CISAT. Donc, on a vraiment ciblé les groupes prioritaires 1, 2, 3. Et il fallait que les établissements aient au moins un contact joignable par courriel. Et la liste a été validée par les intervenants de terrain. Le 15 mai, il y a eu un envoi massif avec le lien de la capsule à 300 établissements. Et là, on va parler et présenter la fameuse capsule. Donc, quand on arrive sur le site, le lien que vous voyez en bas de l'écran, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez carrément être dirigé dans une page où est-ce que vous allez voir un petit carré dans lequel il y a ce visuel-là. Travail plus chaleur égale boire au cas. Et le choix du titre a été vraiment un choix ludique pour introduire le calcul d'exposition du risque. En fait, c'est et parler de boire, donc l'hydratation qui est super importante. Alors, les objectifs, il y en avait 3 qui étaient les 3 gros objectifs généraux. On parlait de reconnaître les signes et symptômes reliés à la chaleur, d'apprendre à évaluer le risque, de développer un coup de chaleur à l'aide de l'outil de la CNESST et finalement de connaître les mesures préventives à appliquer tant de la part des travailleurs que des employeurs. Le fonctionnement asynchrone, donc c'était vraiment à l'encontre de notre fonctionnement aujourd'hui. Pas d'heure précise, n'importe quand, jour, nuit, ça prenait juste un ordinateur, une tablette et un lien Internet pour pouvoir y assister. Ça prend encore ça. Je ne sais pas pourquoi je parle dans le passé. Ça durait d'environ 30 minutes. Il y a un tronc commun pour les travailleurs et les employeurs et 2 sections à la fin qui visent les responsabilités de chacun. Nous avons essayé d'avoir le plus possible des visuels avec peu de mots, beaucoup d'illustrations, et cela dans le but de joindre les travailleurs tels qu'on avait présenté tantôt, un niveau de littératie faible et les allophones aussi. Donc, dans le vif du sujet, reconnaître les symptômes reliés à la chaleur, niveau 1, niveau 2, c'est un imprimé écran.
Chacun des symptômes que vous voyez ici, mais on va prendre le premier pictogramme en haut à gauche, donc il va apparaître, ça va être écrit, c'est un mal de tête, donc on va voir le pictogramme écrit en dessous, mal de tête, et narré, donc le narrateur va prononcer ces mots-là, et un après l'autre, on va les voir apparaître, niveau 1, niveau 2, par la suite, nous avons ici un pictogramme sous forme de point d'interrogation, et quand on pèse là-dessus, c'est les premiers secours, premiers soins qu'il faut appliquer qui apparaissent et qui sont narrés aussi. Par la suite, on voulait savoir si les travailleurs... En fait, c'est pas on voulait savoir, on voulait s'assurer que les travailleurs retenaient de quoi. Donc, il y a 4 mises en situation pour voir et aider la rétention de l'information. Les 4 mises en situation sont dans une série de bois d'œuvre, une plantation de sapins, un travail de voirie, et un atelier d'usinage. Et là, il faut que le travailleur clique sur quel niveau de risque les symptômes qui sont énumérés se trouvent. Donc, et vous voyez, il y a une rétroaction, donc un crochet vert ou un X rouge, dépendamment de la réponse. Deuxième partie, évaluation de risque de développer un coup de chaleur. Donc, voilà, on va commencer. Chacune des étapes, en fait, je vais revenir en arrière, je m'excuse. Je vais juste rapidement expliquer que c'est vraiment l'outil du TAC, donc température de l'air corrigée de la CNESST qui a été retenue. Et il y a une petite mention où est-ce qu'on parle de chaleur radiante comme quoi elle n'est pas appliquée. Donc, si on a de la chaleur radiante, on n'applique pas cet outil-là. Et on présente le calcul en 4 étapes. Voilà. Température, donc chacune des étapes est expliquée. Bon, pour la température, c'est facile, que ce soit prise par un thermomètre ou bien par les services météo. Le taux d'humidité, l'ensoleillement et les vêtements, les survêtements en coton sont tous expliqués. Par la suite, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce tableau aussi est présenté avec les différentes zones de couleurs. Les points d'interrogation viennent de façon, lorsqu'on pèse dessus, expliquer de façon précise quelles sont les mesures préventives. Et la colonne bleue, bien, elle parle de l'hydratation dépendamment du niveau de risque. Par la suite, il y a 2 mises en situation qui sont émises, où est-ce que le calcul est fait, où est-ce que aussi le résultat de la température se trouve entre 2 chiffres. Donc, ça amène aussi la personne qui suit la capsule d'aller faire le choix pour la prise de température supérieure, donc le chiffre supérieur quand c'est entre 2 chiffres. Et on voit aussi l'hydratation dépendamment de quel niveau de risque on se trouve. Bon. Nous avons ici 2 boutons, employeur, travailleur, et lorsqu'on clique sur ces 2 boutons-là, un après l'autre, ben, les responsabilités de chacun sont énumérées et expliquées par le narrateur. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Les exercices de calcul, bien entendu, on a présenté, là, il faut que le travailleur ou l'employeur fasse des exercices pour s'assurer de la rétention de l'information. Et les mises en situation expliquent un peu la température. Il faut aller cliquer sur la bonne réponse. Quand on voit un taux d'humidité, on clique sur le petit point d'interrogation et on a exactement ce qu'on trouve dans le feuillet, le dépliant de la CNESST pour pouvoir corriger en degrés la température. La même affaire avec le degré d'ensoleillement, les survêtements, puis quand les gens travaillent à l'intérieur, ben, il n'y a pas de correction pour l'ensoleillement. Et on valide, bon, la personne qui a fait ce calcul-là, elle a réussi, bravo, on passe à la prochaine étape. C'est de même pour les 2 ou 3 mises en situation. Par la suite, on a aussi une section spécifique pour l'hydratation, pour s'assurer que les gens n'ont pas oublié qu'il faut boire en cours de journée et qu'il faut boire aussi dépendamment du risque à toutes les 20, 15 ou 10 minutes.
Voici la dernière partie qui amène un tronc. Ben, en fait, on vient de parler du tronc commun, puis là, on se ramasse avec chacun sa section. Et quand on pèse sur employeur, on va se retrouver sur cette section-là où est-ce que les responsabilités de l'employeur avant et pendant les vagues de chaleur ou la période estivale, qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, avant, se préparer et pendant, appliquer. Le travailleur, quant à lui, a aussi des mesures préventives à appliquer. Donc, on parle de l'hydratation. Et là, vous voyez bien que c'est toujours en pictogramme, hydratation, habillement, rythme de travail, pause, premiers soins, conditions personnelles, avertir le supérieur. Voilà. C'est ça, c'est le lien vers ça qu'on avait envoyé à presque 300 entreprises. Par la suite, on a voulu évaluer, voir qu'est-ce que ça a fait d'envoyer cette capsule, qu'est-ce que les employeurs ou les milieux ont fait avec. Alors, on a passé un sondage en ligne où est-ce qu'on a recueilli l'opinion des employeurs et surtout validé l'utilisation des travailleurs de cette capsule. 385 personnes ont été invitées à participer à ce sondage et le taux de réponse a été de 23%. Et parmi ces personnes-là, 74% des répondants ont visionné la capsule et 90 à 100% de ces personnes ont trouvé que la quantité d'informations était adéquate et l'information pertinente, la durée était adéquate, la capsule dans le cadre de travail était utile, elle sera utilisée pour informer les nouveaux employés et ils avaient de l'intérêt à utiliser d'autres capsules de ce genre. Ce qui nous a aussi un peu impressionné, c'est que seulement 19% des répondants qui affirmaient que leurs travailleurs de leur entreprise ont visionné la capsule. C'était pas beaucoup. Fait qu'il y avait un objectif qui n'était pas atteint. Cependant, quand on a essayé de savoir pourquoi, bon, soit le risque était déjà bien connu et géré, soit il y avait un manque de temps pour libérer les employés, ou bien, ben, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de tablette ou pas de connexion Internet. Donc, plusieurs employeurs n'ont pas eu le temps de la présenter en 2018. Par contre, ils avaient prévu de la présenter en 2019. Et bon, on reste avec ce souhait-là qu'elle a été utilisée. Je vais laisser la parole à Anaïs. Merci Tania. Donc, je vais maintenant vous parler de l'épisode de chaleur extrême qui a eu lieu donc en 2018 en Estrie. Mais en fait, cet épisode de chaleur extrême a eu lieu aussi dans d'autres régions du Québec aux mêmes dates, je pense. Ça a été assez étendu. Mais donc, on va parler de nos données. Donc, tout d'abord, on va vous décrire l'épisode de chaleur puis les conséquences pour les travailleurs. Donc, en juillet 2018, l'Estrie a été touchée par un épisode de chaleur de 6 jours qui a débuté le 30 juin puis qui s'est terminé le vendredi 6 juillet. Donc, les températures maximum ont varié de 30 à 34 degrés puis la nuit de 17 à 23 degrés. Donc, en Estrie, nous, nos seuils, c'est une moyenne pondérée, en fait, sur 3 jours d'une température de 31 degrés le jour et 18 degrés la nuit minimalement pour rentrer en alerte chaleur. Donc, ces seuils ont été atteints et ont duré 6 jours. Puis, en considérant l'humidex, la température a varié chaque jour entre 34 et 43 degrés. Il y a 64 personnes en tout en Estrie non décédées, donc 14 travailleurs qui ont fait l'objet d'un signalement par les urgences ou des cliniques de santé à la direction de santé publique. Donc la direction de santé publique s'est dotée il y a quelques années d'une procédure de signalement. Cette procédure est rappelée à tous nos établissements de santé au moment du départ de la veille saisonnière dans le plan chaleur. Donc, le 15 mai, on leur rappelle l'importance de signaler tout événement qui pourrait avoir un lien avec un coup de chaleur. Donc, il y a vraiment une très bonne réponse de la part de nos urgences ici en région. Et donc, ça, c'est le nombre de signalements qu'on a reçus. Et pour les prochaines diapositives, moi, je vais me concentrer sur les 14 travailleurs. Donc, le graphique ici, il vous montre jour par jour les températures minimum, les températures atteintes la nuit, puis les températures atteintes le jour. Donc, ça, c'est les températures qui ont été objectivées par la suite à l'aide d'Environnement Canada.
et puis vous avez le nombre de déclarations de signalement chaque jour. Puis l'encadré orange, c'est ce qui détermine la période de vague de chaleur. Donc, en fait, la vague de chaleur, elle a commencé le samedi 30 juin, mais dans la nuit du vendredi au samedi, mais elle avait été anticipée à partir du 26 juin. Ce qui est particulier, c'est qu'elle commençait aussi un samedi, puis donc il fallait prendre des mesures dès le jeudi, vendredi, commencer à surveiller les données et mettre des mesures en place parce que samedi, dimanche, la réponse est moins facile de la part de la santé publique. Puis donc, elle s'est terminée en fait le jeudi 5 juillet, cette vague de chaleur, dans la nuit. Le vendredi 6 juillet, c'est une journée où il a fait 23 degrés en Estrie, ce qui n'est pas très élevé. Donc, le 22 degrés la nuit, c'est la nuit qui précède, donc du jeudi au vendredi. Donc, vous pouvez voir le nombre de signalements qui a eu lieu. On en a eu un concernant un travailleur le samedi 30 juin, un le lundi, 4 le mercredi. Le jeudi 5 juillet, on en a eu 2, un homme et une femme. Et le vendredi 6 juillet, on en a eu 6, 3 hommes et 3 femmes. Donc, on voit quand même l'augmentation du nombre de signalements qui a eu lieu durant toute cette période-là. Les principaux faits saillants, donc en fait, chaque dossier par la suite à l'automne a été réévalué par un médecin en santé publique qui est accompagné d'un groupe d'étudiants en médecine. Donc les données que je vais vous donner ici, ce sont toutes des données qui ont été revalidées selon les dossiers des patients. Donc parmi les travailleurs, on en a eu 10 signalements pour des hommes puis 4 pour des femmes. On a eu 10 épuisements par la chaleur et 4 coups de chaleur. On a eu 13 travailleurs qui travaillaient dans un milieu intérieur et seulement un qui travaillait à l'extérieur. On a eu 11 travailleurs qui vivaient en maison puis 3 en appartement. Donc, quand les dossiers, tous les signalements ont été réétudiés, c'était aussi des dossiers au niveau populationnel, donc pas seulement des travailleurs. Et cette donnée était utilisée pour voir s'il y avait des facteurs de risque plutôt personnels, donc où vivaient les gens, donc les travailleurs, est-ce que ça a pu influencer des coups de chaleur ou pas, de pouvoir se reposer correctement la nuit ou non. Donc, on a gardé cette donnée qui était quand même intéressante. On a 11 travailleurs sur les 14 qui avaient entre 16 et 44 ans et 3 entre 45 et 65. Donc, on voit que ça a touché majoritairement, on peut dire, des jeunes travailleurs. Puis, on avait la moitié des travailleurs qui présentaient un problème de santé connu selon leur dossier médical et 7 travailleurs qui pouvaient avoir entre 1 et 4 problèmes de santé connus tels que des maladies respiratoires, cardiaques, rénales ou des problèmes de santé mentale. Et puis, le dernier élément étudié, c'était les secteurs d'activité. Donc, les 3 secteurs suivants, c'est des secteurs où il y a eu au moins 2 entreprises qui ont été touchées par des signalements. Donc, on en a eu 2 dans la fabrication de produits en métal. On en a eu 2 dans le secteur de l'industrie du caoutchouc puis des matières plastiques, puis 2 dans autres services commerciaux et personnels. Donc, c'est quand même des secteurs d'activité qui sont ressortis plus que les autres. Donc maintenant, on a fait en fait un court bilan au niveau de l'équipe de santé au travail. Donc, à l'automne, il y a eu des rencontres en fait qui ont été faites pour faire un retour d'expérience, comment ça avait été vécu cette vague de chaleur-là. Dans les faits saillants, les signalements ont tous été reçus par le médecin de garde en santé publique puis transférés en santé au travail sur des heures de bureau. Puis, on a traité en fait dans l'équipe 14 signalements en 5 jours ouvrables, donc du lundi au vendredi. Nous, en Estrie, notre équipe est composée au niveau régional de 2 médecins puis d'une infirmière qui traite les MADO. Puis, c'est ça a fait beaucoup de signalements qui ont été traités en peu de temps. Et en plus, on commençait déjà à être dans un contexte de période estivale et de vacances avec des équipes réduites. Donc, c'est sûr que ça a augmenté en fait la charge de travail beaucoup pour les personnes qui étaient là puis qui ont enquêté les signalements puis qui sont intervenues dans les entreprises. Pour avoir cette information-là, en fait, on a organisé des rencontres d'intervenants. On a eu des moments de discussion, tout le monde, pour analyser en fait les points positifs puis les éléments à améliorer en cas d'épisode de vague de chaleur. Puis, ce qui est majoritairement ressorti, c'est qu'il y avait un besoin d'améliorer les processus d'enquête,
Puis, il y avait besoin de mettre à niveau certaines connaissances en lien avec la contrainte thermique. Puis, on a aussi eu des participations à des rencontres de la Direction de santé publique de l'Estrie qui, eux aussi, ont fait des retours d'expérience sur la façon que ça avait été jugé, que ça avait été traité avec les mesures d'urgence puis l'équipe de santé environnementale. Donc, toutes ces informations-là ont été regroupées pour se lancer un peu dans une démarche d'amélioration en santé au travail au niveau de nos pratiques. Donc ici, ce que je vous présente, c'est le plan de travail qu'on a suivi. Donc, il est global. J'ai mis une capture d'écran ici pour montrer, en fait, chaque colonne là-dedans est un lot de travail, puis chaque case est une tâche. Donc, je vais le détailler dans les diapositives qui vont suivre. Vous n'avez pas besoin d'essayer de lire. Ben, c'est juste pour dire qu'il y a eu plusieurs objectifs de travail puis qui ont été regroupés en lots de travail. Donc, chaque colonne, il y avait un responsable de cette colonne-là pour que les tâches se fassent, puis il y avait un échéancier. Et chaque case pouvait être attribuée à une personne ou à un groupe de personnes pour atteindre en fait l'objectif de travail. Donc, je vais passer colonne par colonne dans les diapositives suivantes pour vous dire sur quoi on a travaillé donc en 2018-2019. Donc, premièrement, on l'a appelé la première colonne, c'était le lot 1. C'était tout d'abord de faire le bilan des interventions 2018. Donc, on a travaillé sur le recueil et l'analyse des données sur les signalements. Donc là, je vous ai présenté les principaux faits saillants. Ça a été fait à l'automne 2018. Puis, on a fait donc le retour d'expérience sur les bons coups puis les éléments à améliorer encore que je viens de vous présenter. On avait pour objectif que ce soit fini en décembre pour pouvoir partir des travaux en fait en janvier. Lot 2, l'objectif était de définir ce qu'on a appelé une approche harmonisée sur la contrainte thermique. Donc, on a eu beaucoup de questions au niveau des techniciens en hygiène, des infirmières, sur toutes sortes de principes et concepts, dont l'acclimatation des travailleurs, la contribution des facteurs prédisposants à éventuellement des coups de chaleur, la prise en compte de la chaleur radiante dans les entreprises ou non. Qu'est-ce que la chaleur radiante? Donc, pour ce lot de travail, on a eu un groupe de travail qui était composé de nos hygiénistes ici dans la région, puis de 2 médecins qui se sont penchés donc sur ces principes et concepts pour vraiment essayer de trouver des définitions communes pour tout le monde. Donc, le point suivant, c'était de revoir donc l'évaluation de la contrainte thermique et le calcul des temps de pause. En fait, le calcul des temps de pause se calcule généralement à partir des données du règlement sur la santé et sécurité au travail et qui s'applique à des travailleurs acclimatés. Puis là, quand on tombe en vague de chaleur, en épisode de chaleur extrême, l'acclimatation des travailleurs, mais là, il a fallu revoir en fait cette définition-là pour déterminer est-ce que les travailleurs sont acclimatés ou pas. Et donc, le calcul des temps de pause, est-ce que les temps de pause du règlement s'appliquent à ces travailleurs-là? Donc, ça a été beaucoup de discussions et de travail là-dessus. Puis, il a fallu revoir aussi les outils disponibles, puis quand les utiliser. Donc, on a l'utilitaire de la CNESST, le TAC, calcul de la température de l'air corrigé qu'on a vu dans la capsule, les utilitaires de l'IRSST, WBGT. Donc, tout ça, c'était vraiment de faire le point sur quels sont tous les outils disponibles et puis de dire vraiment, surtout aux techniciens en hygiène, quand utiliser quoi, qu'est-ce qu'on recommande aux entreprises. On a aussi une réflexion sur la stratégie d'accompagnement des milieux de travail. Donc ça s'est fait un peu en 2 temps. Tout d'abord, on voulait à court terme déterminer des priorités d'action pour l'été 2019. Est-ce qu'il faut revoir, en fait, cibler des secteurs d'activité en particulier? Donc, on a eu notre projet du 2% cette année qui a été de faire de la sensibilisation dans le secteur de l'agriculture pour les risques chaleur. Puis avec ça, on a ajouté aussi la maladie de Lyme parce que c'est des problématiques quand même connexes puis qui s'appliquaient à un même secteur d'activité. Puis, donc, ça a été nos priorités pour cette année.
On voulait aussi mieux définir l'utilisation de la capsule sur la chaleur, c'est-à-dire revoir est-ce qu'on garde la même mode de diffusion qu'en 2018, donc une diffusion massive par courriel. Puis, on voulait revoir une stratégie d'action en cas d'épisode de chaleur extrême pour les milieux de travail. Et à ce niveau-là, il a été décidé en fait de faire une liste de diffusion, réutiliser celle de la capsule chaleur et en cas de chaleur extrême, de pouvoir avoir ces listes de diffusion déjà prêtes à être utilisées avec des lettres déjà rédigées pour envoyer en fait des messages pour informer les milieux de travail qu'on rentre en période de chaleur extrême puis qu'il faut prendre des mesures additionnelles. Finalement, on n'a pas eu à déployer cette stratégie d'action parce que cette année, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de vague de chaleur. Il y a des réflexions à poursuivre, en fait, qui n'ont pas encore eu lieu. On aimerait peut-être se doter d'un outil de collecte de données bonifié pour identifier le risque chaleur en entreprise pour la rédaction de futurs PSSE. Alors, on se questionne sur est-ce qu'il serait pertinent d'établir des recommandations qu'on appelle minimales et optimales selon la capacité des milieux à se prendre en charge, donc selon la taille de l'entreprise, des petits milieux, est-ce qu'on peut avoir les mêmes attentes envers eux quand ils ont 5 employés versus 150? Donc, c'est des questions qui ont été posées puis qui seraient éventuellement à répondre. Puis, de définir l'intensité des actions aussi auprès des milieux de travail. Donc, si on rentre en vague de chaleur extrême, est-ce que on veut avoir la même action pour tout le monde? Ou bien est-ce qu'on définit des entreprises qui vont être plus à risque que d'autres et est-ce qu'on peut avoir une intervention différente? Est-ce qu'on veut appeler certains milieux? Est-ce qu'on veut visiter certains milieux si on tombe en vague de chaleur parce qu'on les connaît puis qu'on sait qu'ils pourraient avoir besoin de plus d'accompagnement? Ou est-ce qu'on fait la même chose pour tout le monde? Donc, voici nos questionnements. Ensuite de ça, on a eu l'autre travail sur les enquêtes, le suivi des signalements. Donc, on veut se doter d'un formulaire d'enquête pour guider la collecte d'informations auprès des travailleurs quand il y a un signalement. Donc, ici, on a eu une seule infirmière qui est dédiée à l'enquête des MADO. Puis, l'été, c'est sûr que tout le monde, à son tour, va prendre 2 à 3 semaines de vacances. Et des fois, comme on l'a vu en 2018, on peut aussi avoir un nombre de signalements qui est tellement important qu'on peut vouloir être 2 ou 3 personnes à travailler sur ces enquêtes-là. Donc, on voulait avoir un formulaire d'enquête qui guide la collecte, puis que les questions soient systématiques, puis que ce soit facile pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire ces enquêtes-là d'assister l'infirmière ou MADO. Puis, on voulait aussi optimiser la procédure d'enquête lors de signalement, puis bien définir les rôles, en fait, l'infirmière, du médecin régional, du médecin responsable de l'établissement là où le signalement a lieu, des intervenants terrain, c'est-à-dire des techniciens puis des infirmières. Donc, on a fait ce travail-là, puis on a réalisé un algorithme vraiment pour bien départager les rôles de chacun. Surtout de les clarifier. Le lot 5, c'était de travailler sur la collaboration. Nous, on a 3 points de service de CNESST sur notre territoire. Donc, le territoire de l'Estrie a été redécoupé en 2015 et puis depuis, on collabore avec 2 bureaux de CNESST, mais qui couvrent de petites portions de notre territoire. Donc, on voulait convenir avec eux du mode d'intervention inspecteur-intervenant, c'est-à-dire en cas de signalement, qui se déplace dans l'établissement. Est-ce qu'on peut communiquer entre nos deux bureaux, en fait, pour s'échanger de l'information? Puis, comment le faire? Donc, convenir d'un mode de partage de l'information. On s'est dit que si on tombait en vague de chaleur extrême, on a monté un calendrier, puis on aurait un partage d'informations quotidien avec nos bureaux de CNESST. Donc, vraiment pour échanger sur, nous les informer des signalements qu'on a reçus, eux nous informer des visites qu'ils ont pu faire en établissement en lien avec la chaleur, des plaintes ou des refus de travail qui sont reçus. Et enfin, le lot 6 qui était le dernier, et j'arrive à ma dernière diapositive. Ça a été, tout ça, ça s'est terminé en fait le 30 avril par ce qu'on a appelé une activité de préparation aux interventions en lien avec la chaleur pour 2019. Donc, on a fait une rencontre régionale de tous les intervenants en santé au travail et avec la participation d'un chef d'équipe de la CNESST.
Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir des outils qui seraient réexpliqués à tout le monde en même temps. C'était de passer vraiment une demi-journée d'échange sur cette problématique, puis pour être vraiment tout le monde à un niveau égal, puis de pouvoir discuter de la stratégie en fait qu'on mettra en place pour 2019. Donc voilà, ça conclut la présentation. Puis je vais redonner la parole à Ariane. Merci à nos deux conférencières. Je vais vous laisser devant la caméra quand même. Moi, je vais prendre possession de l'ordinateur et on va avoir le temps pour des questions. Donc, je vais ouvrir le module chat ici pour pouvoir vous suivre. On ne me voit pas à la caméra, mais je tiens vraiment à vous remercier. Moi, j'ai appris plein de choses avec votre présentation. Depuis le début, je vous disais, je pense qu'il y a un besoin. Je pense que et la capsule et votre expérience est importante à partager pour le réseau. Donc je vous remercie vraiment. Merci. Et puis maintenant, je vais d'abord m'excuser auprès des gens qui sont au téléphone. On ne pourra pas prendre de questions par le téléphone parce que ça risque d'être un petit peu cacophonique. Si vous avez des questions pour les gens qui sont au téléphone, je vous invite à me les faire parvenir par courriel et je les prendrai en note, puis on s'organisera pour vous transférer les réponses. Et je vais maintenant prendre le temps de lire les questions qui apparaissent dans le chat. Donc, on a tout d'abord Steve Prescott qui demande, je vais commencer, on a tout d'abord Victor qui dit bravo et merci, d'autres personnes qui nous disent merci avant. Alors, Steve Prescott dit aucune donnée d'accident sur l'industrie de la construction pour la vague de chaleur extrême. Je pense que la question est pour Anaïs. Est-ce qu'il y a eu des données d'accident sur l'industrie de la construction? En Estrie, non, on n'a reçu aucun signalement qui avait un lien avec l'industrie de la construction. On a reçu un signalement, par contre, en Estrie qu'on a traité pour une personne qui avait consulté dans notre région, mais c'était dans le domaine de la construction, mais c'est un événement qui a eu lieu sur un autre territoire. Mais nous, pendant cette vague de chaleur-là, on n'a pas eu aucun signalement en lien avec la construction. D'accord, merci. Ensuite, on a une question de Isabelle Cepeltier. Est-ce que cette présentation PowerPoint sera disponible ou pourra nous être envoyée par courriel? Alors, je réponds oui, bien sûr. Et le webinaire est actuellement enregistré aussi. Donc, normalement, on va être en mesure de pouvoir vous diffuser le lien si vous souhaitez réécouter le webinaire ou le partager à vos réseaux. Ensuite, nous avons une question de la région 12. La CNESST a-t-elle été impliquée suite au signalement et peut-on utiliser votre capsule de e-learning? Commençons par la question sur la CNESST. Est-ce qu'elle a été impliquée suite au signalement? Je tourne mon regard vers les médecins qui sont avec nous dans la salle parce que moi, j'ai pas la réponse à cette question. On a une nouvelle intervenante qui vient répondre. Je vais vous demander de vous présenter aussi, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mon nom est Francine Cobert. Je suis médecin en santé au travail et j'étais de garde cette fameuse semaine-là. Alors, j'ai eu beaucoup de signalements. En fait, pour la CNESST, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'ils sont allés après nos signalements? En fait, la CNESST recevait elle-même, Anaïs, tu te rappelles, recevait des signalements eux-mêmes ou avait des appels, donc intervenait des fois en même temps que nous ou parallèle à nous. Mais suite, on a eu par contre quelques entreprises, c'est pas moi qui est allée dans l'entreprise à ce moment-là, où on a dû téléphoner à la CNESST pour qu'ils interviennent, soit parce qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec l'évaluation de l'employeur. Donc là, on faisait appel, par exemple, sur la charge de travail, je donne un exemple, là, où nous, le médecin considérait que c'était une charge de travail moyenne que l'employeur devait estimer, alors que l'employeur lui disait plutôt une charge légère. Alors, je dois dire que quand on avait des questionnements comme ça, on interpellait la CNESST pour avoir leur opinion, parce qu'au final, c'était eux autres, finalement, qui prenaient le dossier. Fait que oui, si c'est ça la question, là, oui, on était intervenu un petit peu parallèlement avec la CNESST.
Excellent, merci pour la réponse. Et puis, peut-on utiliser votre capsule e-learning, Tania? On va te laisser répondre. Ben oui, elle est, en fait, vous avez le lien qu'on avait envoyé avec l'invitation. Vous avez le lien aussi via la présentation actuelle qui va être partagée. Donc oui, allez-y fort. Super. On poursuit une question de mon collègue Carl Forêt-Bérard de l'INSPQ. À la lumière de votre expérience, quels sont les domaines à davantage documenter pour vous soutenir dans vos interventions? C'est une bonne colle. C'est une bonne Je sais pas, un groupe 1, 2, 3 est assez connu en Estrie, je sais pas. Y a-tu des... Ah, ouais, ça c'est bon. Donc, les appareils de mesure, ce serait un bon domaine à documenter, ouais. Pour les employeurs. Pour les employeurs, ce que les employeurs peuvent se procurer. Voilà. Tu peux donner un peu plus de détails? Exemple, les appareils de mesure de température. Webjet. Webjet. Ouais, WBGT. Voilà. OK. Donc, le type d'appareil que les employeurs peuvent utiliser pour mesurer la température. Dans un contexte de vague de chaleur ou de vague de chaleur extrême. Là, voilà, c'est ça, d'épisode de chaleur extrême. Le mot ne venait pas. Parfait. Région 12 nous demande, avez-vous des conclusions sur les temps de pause compte tenu de l'outil IRSST pour le TAC, l'outil en ligne maintenant? J'essaie de répondre certains. Je vais laisser ma place à Francine. Et mon Dieu. Bonjour. Je vais relire la question pour bien la comprendre, pour essayer de bien répondre. Là-dessus, avez-vous des conclusions sur les temps de pause compte tenu de l'outil IRSST pour le TAC? OK. Donc, je présume que là, je vais parler simplement du TAC et le temps de pause recommandé dans le TAC, ceux qui l'ont utilisé. Parce que l'utilitaire de l'IRSST, vous savez que sur l'utilitaire de l'IRSST, il y a les trois. Hein, il y a le TAC, il y a les utilitaires avec les temps de pause recommandés pour la CJH et pour le règlement. Donc, quand on parle d'utilitaire, il y a les trois, mais là, je vais parler plus du TAC, que nous, on n'a pas recommandé, on a utilisé surtout le dépliant pour le TAC là, dans la capsule. Alors, le temps de pause, comme vous le savez, le temps de pause n'est pas indiqué tel quel dans le document du TAC. C'est pas écrit quelle est la durée de la pause qui était recommandée. Donc, pour ça, suite au début de notre capsule qu'on a faite en 2017, cette année, on a essayé de travailler dans notre équipe pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait recommander pour qu'on s'entende sur le temps de pause et qu'on décide d'un seuil d'intervention en fait régional, et ça, tout le monde s'est tous entendu que le seuil d'intervention qu'on voulait utiliser, c'était celui de la CJH, la limite d'action de la CJH, qui correspond pour les travailleurs non acclimatés, puisque pour les canicules, on les considérait non acclimatés, qui est différent du règlement. Donc, on a donc décidé que nous, c'est ce qu'on voulait appliquer comme recommandation, les temps de pause recommandés par la CJH, limite d'action. Donc, à partir de là, on s'est dit, on va essayer de comprendre est-ce que le TAC, les temps de pause sont indiqués dans le TAC correspondent en fait au temps de pause de la CJH qu'on avait choisi, de la limite d'action. Et c'est là qu'on a regardé qu'est-ce qu'en était. On a décidé de préciser nos recommandations dans le plan d'action qui est un document qui est joint à la capsule. Quand on rentre dans la capsule, il y a un document PDF que l'employeur peut imprimer. Et il s'appelle Plan d'action chaleur aide-mémoire. Et là, on a mis notre recommandation régionale. Alors, elle est résumée. Je peux la résumer. Ce qui est indiqué sur le plan, comme je vous dis, ce n'est pas écrit dans le TAC, c'est vraiment notre recommandation régionale. Alors, ce qu'on a précisé en 2019 dans la capsule, c'est vraiment, dans le plan d'action, ce qui est écrit, c'est adapter les pauses selon le type de travail et la température de l'air corrigée, tel que dans l'outil. Dans la zone vert pâle, nous recommandons d'ajouter progressivement des pauses supplémentaires de 5 à 15 minutes aux heures, car les travailleurs ne sont pas acclimatés, parce qu'on sait que dans la zone vert pâle du TAC,
du guide, en fait, ils disent que c'est pour les travailleurs non acclimatés particulièrement. Alors, nous, on a précisé des pauses à ce moment-là. Et puis, dans la zone jaune, les astérix signifient d'augmenter davantage les pauses. C'est ce qui est écrit dans le TAC. Et nous, on a précisé qu'un astérix, c'était 15 minutes à l'heure, 2 astérix, c'était 30 minutes à l'heure, 3 astérix, c'était 45 minutes à l'heure. Et on a écrit la petite mise en garde. Attention, lorsque les pauses ne sont pas prises à l'air climatisé, le temps de pause est sous-estimé. Alors, c'est comme ça qu'on l'a écrit dans la capsule, dans le petit aide-mémoire de la capsule, pour aider l'employeur. Pour nos intervenants à nous, quand on donne le dépliant, on a fait un petit feuillet qui résume nos recommandations lorsque les travailleurs sont à l'air climatisé, pour les pauses, je veux dire, et lorsqu'ils ne sont pas à l'air climatisé pour les pauses. On a comme 2 recommandations. Et ça a été vraiment une discussion régionale pour qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on va recommander pour que ça corresponde au minimalement aux recommandations de la CGIH, limite d'action. Et j'espère que ça... C'est une très bonne réponse. Donc, c'est pas ça. Poursuivons, on a encore quelques minutes. Pourrez-vous partager le formulaire d'enquête lorsqu'il sera réalisé? Ben oui, il est fait. Il est fait, oui. Il n'y aurait pas de problème à le partager. Vous pourriez peut-être communiquer vos coordonnées à Ariane qui pourrait faire un suivi après. Absolument, avec grand plaisir. Ensuite, on a merci, très belle présentation pertinente et intéressante de la part de Isabelle C. Pelletier. Ensuite, on a la Santé au travail de Montréal qui nous demande quelles sont les conclusions de vos discussions au sujet de l'acclimatation des travailleurs et des milieux avec présence de chaleur radiante. Alors, je regarde. Tu veux venir? Alors. Tu peux rester près de nous, finalement. Ouais. Reste mieux. Il y a de la place à toi pour la Je vais caméra. essayer encore de répondre. C'est pas simple, mais en fait, on a essayé de définir l'acclimatation des travailleurs. On a décidé qu'il fallait qu'on précise, que justement, nous autres, on s'entende tous sur qu'est-ce que c'est l'acclimatation. Ça a généré beaucoup de discussions. Mais en gros, ce qu'on a conclu, c'était vraiment, puis c'est écrit dans les recommandations de la CGIH, en fait, hein, c'est vraiment on a pas mal utilisé cette définition-là, donc il va être considéré acclimaté dans notre document. C'est vraiment quand il est exposé à des conditions similaires, donc on entend par là les conditions climatiques, la charge de travail, l'habillement, au moins 2 heures consécutives par jour pendant 5 des 7 derniers jours, voire même 10 des 14 derniers jours. Donc, par conséquent, le travailleur n'est pas complètement acclimaté, évidemment, lors d'une hausse soudaine de température, vous pouvez présumer, telle qu'une situation de chaleur. Donc, pour nous, on a travaillé beaucoup sur la canicule. On a essayé aussi de préciser pour, vous le dites vous-même, la présence de chaleur radiante. Pour le TAC, évidemment, pour la capsule, vous le savez, ça l'a pas... on ne l'utilise pas pour la chaleur radiante, en tout cas pas dans la capsule. Donc, ça avait moins d'impact pour ça. Dans les milieux avec chaleur radiante, ben là, on le sait, ça peut être la chaleur qui peut être présente toute l'année. Donc là, on tombait dans une autre catégorie d'entreprise aussi. Fait que là, je pense qu'il faut y aller cas par cas avec des mesures registres de température, etc. Parce que là, probablement, exception des canicules, il y a aussi la chaleur à considérer. Donc, on n'a pas fait rien de détail par rapport à l'acclimatement parce que là, à ce moment-là, on tombe évidemment avec le règlement quand les travailleurs sont acclimatés. Donc, c'est une autre chose complètement par rapport aux canicules où là, ils ne sont pas acclimatés. Donc, quand ils sont acclimatés, puis c'est toujours des températures semblables, et évidemment, c'est le règlement à ce moment-là pour le temps de pause qu'on recommanderait. Là. Mais le document était plus davantage, notre problématique était plus quand les travailleurs n'étaient pas acclimatés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On espère que oui. Sinon, bien sûr que des questions supplémentaires pourraient m'être envoyées, puis je vous les fournirai également. Est-ce que vous avez un document qui présente toutes vos réflexions que vous seriez en mesure de partager au réseau ou tout? Oui. Anaïs, je pense que le document résumé. On a un document résumé régional. En fait, c'est un document qui a vraiment été rédigé pour guider l'équipe ici. Là. Donc, celui qui a été présenté lors de la formation du 30 avril. OK. Ouais. Donc, il pourrait éventuellement être partagé au réseau s'il y a une demande. Oui. Oui. Je pense que oui. Merci.
Ensuite, on poursuit. Région 12. Avez-vous regardé le temps moyen entre la consultation du travailleur et le moment du signalement? 6 ans. Était-ce le même jour le plus souvent? Oui, on a regardé ça. Donc, c'était effectivement habituellement le même jour. C'était vraiment très, très rapide, là. Donc, ça pouvait, mettons, si c'est des gens qui ont consulté peut-être dans la soirée ou la nuit, aller au lendemain pour le signalement. Mais non, ça a été très rapide. Oui, puis je dois dire, moi, c'est moi qui recevais les signalements de la santé publique c'est arrivé, des fois, j'essayais de rejoindre le travailleur et puis elle était à l'hôpital, la madame. Elle n'était pas encore sortie de l'hôpital, elle était encore en train de se faire hydrater. Ça prenait au lendemain avant que je puisse lui parler. Donc oui, les médecins d'urgence signalaient assez rapidement. Là. Oui. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. On aurait encore le temps pour une question ou deux. Je vois que c'est silencieux sur le chat. Isabelle Sépeltier nous envoie une petite question. Alors, merci pour cette belle présentation. On attend que ça vienne. Mais bon, je pense que je vais vous remercier. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je remercie énormément nos présentatrices et puis tous les participants aussi à distance. Je pourrais me mettre dans la caméra. Donc, voilà, les prochaines étapes, c'est que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais les transmettre à Anaïs et à Tania. Donc, on pourra les renvoyer à tous les participants peut-être pour que tout le monde soit informé des réponses. Et si vous sentez le besoin qu'on organise une rencontre supplémentaire d'échange sur ce que vous avez appris aujourd'hui, parler des périodes de vagues de chaleur, est-ce que ça peut avoir comme effet sur les travailleurs, vous n'hésitez pas à me faire signe, puis on pourra regarder à l'INSPQ si on peut organiser ce type d'échange-là en plusieurs régions. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci et puis, à la prochaine. Merci.